Parce que le problème avec LinkedIn, c'est que les gens te voient qu'à travers un post. Un post, c'est hyper court. C'est dur de passer à l'action avec que 25 lignes. Le truc, c'est que si t'amènes pas ta petite touche personnelle, t'amènes pas vraiment ton côté humain, bah y a rien qui va marcher. Il faut traquer ce qui marche pas, que ce soit au niveau des messages de prospection, tu traques tes KPI. En vrai, c'est tout bête, hein. C'est un truc hyper important. Ouais, Moi, de base, j'étais en mode ouais, tu peux enchaîner. De toute façon, c'est dans la tête. Mais en fait, à un moment, tu satures. Si t'avais du coup un conseil à donner pour des freelances ou pour des personnes qui veulent se lancer là-dessus. Alors, le conseil que j'aurais à donner, c'est. Donc salut les mecs, on se retrouve pour un tout nouveau podcast avec Raphaël. Salut les mecs. Donc voilà, on trouvait ça super cool de l'avoir en podcast, surtout qu'il est vraiment chaud dans son domaine. Et voilà, on voulait aborder plusieurs sujets, notamment sur les freelances. Donc si on pouvait commencer déjà par te présenter, ce serait plutôt cool. Yes. Alors moi, je m'appelle du coup Raphaël Delbecq Almela, j'ai 20 ans. Et comme tu l'as bien dit, j'aide les freelances depuis maintenant plusieurs mois. J'avais une autre activité avant, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Mais voilà, actuellement, j'aide les freelances via un programme entre l'accompagnement et la formation. Mais pareil, on pourra y revenir après. Ok. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça en gros, ton offre que tu as développée? Parce qu'aussi tu es sur LinkedIn du coup. Ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Alors sur cette offre, ça fait plusieurs mois, je dirais. Octobre à peu près, 2024, que vraiment j'ai lancé. Mais j'y pensais déjà à partir de juillet 2024, donc c'est quand même assez récent sur cette offre. Mais j'étais déjà présent sur LinkedIn avant. Ok, d'accord. Et du coup, sur LinkedIn, ça fait pas mal de temps que tu crées du contenu un petit peu. Ouais, sur LinkedIn, ça va faire quasiment, là on est en avril 2025, ça va faire quasiment 2 ans. Bon, au début, c'était pas du très bon contenu. Ouais, mais c'est sûr. Mais ça fait 2 ans. Au début, c'est compliqué. Et sur au niveau des réseaux sociaux, est-ce que toi, tu as eu du mal, on va dire, à t'y mettre, on va dire, même ta tête, montrer sur LinkedIn, que ce soit la réaction de tes potes, parce que c'est sûr que tu te lances directement dans le monde professionnel, on va dire. Donc, en termes de potes, c'est... Ouais. Bah, LinkedIn, ça allait, parce que forcément, on est jeunes, nos potes sont pas encore sur LinkedIn, vu que j'ai commencé au lycée, ça allait. Par contre, mettre ma tête, au début, je voulais pas du tout. Donc, c'était le tout début des images IA. Donc c'était des images, en plus c'était horrible. Si vous voulez, vous pouvez remonter sur mon compte LinkedIn, c'était horrible les images. Et après, je voyais que ça stagnait, tout le monde disait ouais, faut poster sa tête. Du coup, je l'ai fait. Au début, bizarre, mais après, je pense que c'est comme vous maintenant. Les jours où on poste, on met sa tête, c'est. Le plus dur. En fait, sur LinkedIn, ça allait. Nous, on n'avait pas trop peur parce que nos potes, ils sont pas trop sur LinkedIn. Donc, c'est plus pro. Puis même, c'est vraiment pro, c'est bienveillant aussi. Donc franchement ça va. Après sur Instagram c'était autre chose parce que nous on a commencé par direct montrer notre tête. Donc vraiment c'était hyper compliqué, genre on va dire surtout au niveau de nos potes, parce qu'en soi le regard des gens on s'en foutait un petit peu. On s'en fout, c'était plus ce que nos potes allaient penser, parce qu'on leur avait rien dit de ce qu'on faisait déjà, parce qu'au début on avait une offre du coup à étiquette. Du coup, voilà, on vendait en fait nos services. On avait un coaching, un peu un accompagnement one-one, mais un peu le truc classique, tu sais, où tu apprends vraiment tous les process en créant une offre. Et le truc qui est vraiment, c'est répandu sur Instagram. Donc en termes d'acquisition, c'est vrai que LinkedIn, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas du tout pareil que Insta. Non, ça n'a rien à voir. Après, moi, je suis pas encore expert sur Insta. J'avais commencé à poster un peu ma tête, etc. Pareil, pour les potes, un peu bizarre. YouTube, ça allait, parce que YouTube, c'est connu par tout le monde, mais les gens n'ont pas forcément tombé sur les vidéos, vu que c'est plus dur. Tu as tourné avec quelques centaines de vues au début. Mais LinkedIn, pas pareil que sur Insta. Insta, en fait, le problème, c'est que déjà, tu as de tout. Tu as du B2C comme du B2B, tu as du coaching sportif, jusque des mecs qui vendent des trucs aux grosses agences. Donc, c'est un peu plus compliqué et c'est plus dur de se démarquer. Sur LinkedIn, ça commence à être de plus en plus bouché, mais tu peux quand même te démarquer. Il y a quand même beaucoup moins de monde et c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que si tu postes déjà souvent sur LinkedIn, si tu as vite compris les codes, comme nous aussi au début, on avait vite compris. En fait, on s'est vite. En fait, tu te mets vite dans la trame, tu montes vite dans le train avec tout le monde, à poster tous les jours, à voir le contenu en fait qui vraiment marche vraiment. En l'occurrence, du coup, rédiger tous ces posts, etc. Mais c'est pareil qu'Insta un peu. Ouais, c'est ça. La création de contenu, mais d'une autre manière, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, LinkedIn, ça fait un peu genre famille. C'est pas famille, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois un peu toujours les mêmes personnes dans le fil d'actualité. T'as un espèce de groupe, même si c'est pas un groupe dans la messagerie, mais il y a des gens qui commentent toujours tes posts, aussi tu vas les commenter, etc. Alors que sur Insta, après je sais pas, vous postez plus sur Insta que moi, donc je connais pas assez, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus bro, tu touches un peu tout le monde, etc. Ouais, c'est vrai que t'as quand même cette audience un peu pareil sur Insta qui est fidèle, mais c'est pas autant que LinkedIn. Même là, on est allé du coup au salon, et les mecs ils étaient là, on se retrouve sur LinkedIn, tu vois, genre on se retrouve sur Insta. Ils demandent le LinkedIn, etc. Donc après c'est surtout bienveillant, donc le côté famille, je te rejoins grave là-dessus. Et puis sur Instagram, genre c'est grave plus compliqué déjà. Je pense que c'est beaucoup plus dur déjà de percer sur Instagram
surtout quand tu es bien niché au début, quand tu as une offre précise au début. C'est super dur, franchement, nous on l'a vécu, c'était pas facile parce que pareil, on postait tous les jours. Par rapport à l'énergie dépensée, on va dire retour sur investissement. Après, tu vois, on le faisait mal aussi, mais le truc c'est que c'était super dur et sur LinkedIn, quand on y allait, bah, certes, tu vois toujours les mêmes personnes dans ton fil, mais pareil, c'est des personnes qui commentent à chaque fois, qui sont des personnes bienveillantes avec toi sur ton contenu, etc. Mais sur Instagram, c'est plus tu consommes du contenu à fond. Ouais. C'est pas du tout pareil. Et même YouTube, après YouTube, c'est pas pareil parce que, dans tous les cas, toi, tu es sur YouTube, tu peux savoir ce que c'est. C'est vraiment les gens, niveau acquisition, c'est une dinguerie parce que ils vont vraiment cliquer sur ta vidéo, voir vraiment soit si tu donnes de la valeur, soit si tu fais un podcast. Donc en fait, ces personnes-là sont vraiment hyper intéressées. C'est juste pas tu tombes dans leur feed. Ouais. Bah, sur YouTube, en fait, il y a deux choses. Parce que pour moi, Insta, c'est quand même, de base, c'est quand même plus pour le divertissement. Même si on peut faire du business dessus. Ouais, TikTok, c'est pire. C'est pire. Voilà. Mais YouTube, en fait, il y a deux faces. Il y a forcément tous les créateurs de contenu qui sont là pour divertir. Mais par contre, quand tu as une petite chaîne, moi, je dois avoir 50 abonnés, je fais 200 vues par vidéo. Sauf que derrière, ça rapporte énormément de trafic parce que c'est des vidéos hyper qualifiées. Donc, c'est pour ça que c'est aussi pas mal YouTube quand même. Ouais, c'est vrai que même pour la prospection, tu sais, t'envoies directement la valeur avec une vidéo et tout. Ça, c'est une technique qui marche plutôt bien. Même, on avait vu, c'est qui nous avait appris ça? Je crois que c'était Mathis Clouin, un truc comme ça. Et il disait, lui, il faisait beaucoup ça avant. Ah ouais, à mais l'époque. nous, on a connu en fait vraiment le canal d'acquisition YouTube quand on a commencé à regarder les vidéos de Mathis Clouin un petit peu, quand on a commencé à vraiment consommer un petit peu le contenu de Iman Gadzhi, Alex Hormozy, etc. Bon, ça fait un peu cliché parce que c'est des personnes que tout le monde connaît, entre guillemets. Ouais. C'est normal. Mais quand tu démarres de zéro, tu vois, tu regardes ces contenus-là et tu te dis, ok, en fait, je connais la puissance de YouTube, même si en soi c'est frustrant parce que tu fais pas autant de vues, l'énergie dépensée c'est pas la même, mais au final, vu que tu vas vraiment attirer des prospects qui sont vraiment qualifiés de fou, c'est pas la même chose parce que je pense que toi, tu utilises pas Instagram du coup pour vraiment, c'est pas ton. Un peu. J'avais commencé à poster un peu des reels, mais pareil en fait, ça prend énormément de temps. Et pour l'instant, je préfère me focaliser plus sur LinkedIn, sur YouTube, ce qui prend déjà aussi beaucoup de temps. Et après, quand j'aurai maximisé ces canaux-là, je verrai pour Insta. Et c'est intéressant ce que tu disais avec YouTube parce que c'est pas que tu vas attirer en fait le trafic via l'organique YouTube. Ok, un peu quand même. Et à terme, oui, c'est le but avec les minia, les titres optimisés et tout. Mais c'est intéressant ta stratégie parce que le problème avec LinkedIn, c'est que les gens te voient qu'à travers un post. Un post, c'est hyper court. Ça fait quoi, 25 lignes. Et le problème, c'est que c'est dur de passer à l'action avec que 25 lignes. Et donc ça fonctionne soit avec des vidéos YouTube que tu vas promouvoir sur LinkedIn, ou soit des lignes magnettes. En gros, tu fais du contenu long pour beaucoup plus éduquer ton audience, etc. C'est vrai que c'est une vraie technique. De toute façon, YouTube, ceux qui n'utilisent pas YouTube encore, ils passent à côté de quelque chose. Mais et aussi, je voulais aborder un sujet aussi sur la concurrence. Est-ce que toi aussi, quand tu t'es lancé, même, je sais pas, dans ton coaching, ton accompagnement freelance, genre c'est là où tu as remarqué toute la concurrence, parce que nous, quand on s'est lancé, on s'est dit putain, il y a personne sur le marché. Et après, plus t'avançais, plus tu te dis waouh, dinguerie. Ouais, ça, je connais très bien ça. Ça fait mal, c'est dingue. Moi, je savais qu'il y avait des concurrents parce que quand même, c'est un milieu qui est un peu connu. Après, il faut essayer de se différencier. On pourra en parler, comment se différencier, etc. Mais tous les jours, j'ai l'impression que je découvre de nouveaux concurrents. Parfois, je suis sur Insta, je scroll. Et je tombe sur quelqu'un qui a genre 50 000 abonnés, donc en plus c'est quelqu'un qui a une grosse audience et qui fait pas exactement la même chose que moi, mais qui est dans le même domaine, même niche que moi. Et donc la concurrence, il y en a. Après, de toute façon, on est un peu sur la même niche, sur la même niche. Des freelances, il y en a beaucoup. Il y en a plus d'1 million en France. D'ici 2030, il y en aura 2 millions. Je pense qu'après, la courbe va être exponentielle. Donc, des freelances, il y en a assez. Et c'est comme ça. De toute façon, il n'y a aucune niche où tu n'as pas de concurrence. Sinon, c'est que soit tu as le produit révolutionnaire qui va te faire gagner des milliards, soit ton idée elle est complètement pourrie. Ouais, puis même nous, au début, en fait, l'erreur qu'on faisait, c'est qu'on s'est dit, vu qu'on a vu qu'il y avait énormément de concurrence, on s'est dit, pourquoi pas se démarquer sur un truc qui est pas concurrentiel du tout. Sauf que en faisant ça, t'es pas certain, t'es pas sûr qu'en amenant une idée qui est complètement nouvelle, elle marche ou elle flop complet par rapport à tout ce que tu vas dépenser dessus. Du coup, on s'est vite ravisé, entre guillemets. Le truc, c'est que avec les offres, on va dire, de coaching, etc., que ce soit sur LinkedIn, qu'on voit beaucoup, il y a pas mal de concurrence. Mais en fait, ce qui va vraiment te permettre de te démarquer, c'est vraiment en fait, ta personal brand, ce que tu vas apporter, plus le côté humain. Ouais, je pense que c'est ça que aussi. Même si sur LinkedIn, tu rédiges tes posts, etc., et que sur Instagram, ça peut plus paraître, on va dire, humain, côté vidéo, etc. Le truc, c'est que si tu n'amènes pas ta petite touche personnelle, si tu n'amènes pas vraiment ton côté humain, il n'y a rien qui va marcher, ton post, il est vide, limite, et de toute façon, il n'y a rien qui va prendre. Donc,
Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais. Non, mais c'est clair, la personal brand, de toute façon, c'est le gros truc depuis quelques années, et là encore plus. Comme je reprends l'exemple d'Iman Gadzhi, tu vois, il a sorti une marque de lunettes. Si j'avais sorti la marque de lunettes, ça aurait pas fonctionné. Ça a fonctionné parce que c'est Iman Gadzhi. C'est la personal brand, c'est trop important. De un, pour aller chercher de l'audience, et en plus de ça, pour convertir. Et parce que, le problème, c'est que il y a plein d'accompagnements, plein de formations, plein de programmes. Tu peux quand même te différencier avec tes prix, tes mécanismes, comment est-ce que tu accompagnes les personnes. Mais c'est sûr que la personal brand, ça fait quand même beaucoup. Et je pense que vous l'avez vu. Pareil, de fou. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est super important dans le sens où tu peux vendre n'importe quoi. Toi, ton audience, quoi. Parce que tu auras toujours des gens qui vont acheter. Même si ton produit est pas ouf, même s'il est pourri, en fait, il y aura toujours des gens qui vont acheter parce qu'ils te font confiance, en fait. Après, indirectement, ils font confiance, en fait, vraiment en toi. Vraiment, ils ont confiance en toi, ils ont confiance en ce que tu fais, ce que tu vas dégager. Et du coup, même si le produit il va pas être ouf, tu vois, il y aura quand même des acheteurs pour ça. Et moi, je trouve ça vraiment trop important, personal brand. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Et aussi, je voulais aborder un autre sujet. Pour changer, au niveau des ads, est-ce que toi, on va dire, tu penses à faire des ads ou... T'as déjà pensé t'as déjà pensé à faire des ads pour ton offre? J'y ai déjà pensé, forcément, comme tout le monde. Quand tu vois les canaux d'acquisition, il y a tout ce qui est prospection, setting, etc., tout ce qui est organique et tout ce qui est ads. Donc forcément, j'y ai pensé. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais j'y pense. Je dois y réfléchir. J'ai en plus un call programmé dans quelques jours pour ça, pour regarder un peu ce que je peux faire, que ce soit du YouTube Ads, qui est quand même assez compliqué, ou du Insta Ads. Après, pareil, les ads, c'est quand même compliqué. Tu sais pas ce que tu dois faire, vers quel funnel. Est-ce que c'est juste du nurturing sur ton YouTube? Est-ce que c'est sur un lead magnet? Est-ce que c'est sur un sales call? Ouais, c'est vrai que... C'est compliqué. Vous êtes obligé de passer par là, non? Pour l'appli, oui, mais c'est vrai qu'avant, on avait un peu un avis tranché sur tout ce qui était accompagnement, les ads, etc. On s'est dit peut-être... on pensait qu'il fallait quand même passer une étape avant de faire des ads, parce qu'on voyait pas mal de gens dire direct, tu te lances, tu fais des ads. Des mecs sur LinkedIn aussi qui se lancent sur Insta et bam, direct ads, parce que peut-être que leur contenu, on va dire qu'il marche pas directement, donc peut-être qu'ils sont frustrés, ils ont envie que ça marche plus vite. Et du coup, on va faire des ads sur Instagram pour vraiment accélérer le process. Mais moi, je trouve que d'abord, tu dois passer par le contenu organique. C'est la base pour moi. Si ça fonctionne pas en contenu organique, faut pas t'attendre à ce que ça explose quand tu fais des ads. Mais juste pour voir ta tête, en fait. C'est juste pour qu'on te reconnaisse un peu. Mais nous, de toute façon, on est obligé. Pour une app, en gros, dans tous les cas, on est en train de teaser. Et après, le lancement, on va mettre, je pense, bien 2 semaines d'ads, mais vraiment condensés. Sur Insta YouTube. YouTube, on va essayer, je pense. Après, on s'y connaît pas trop en ads, etc. Donc on a quelques contacts. On a quelques contacts là-dedans, mais on n'est pas trop calé là-dedans. Et le truc, c'est que on va s'y pencher dans tous les cas de plus en plus. Et le truc, c'est que en fait, nos concurrents, donc les plateformes freelance en l'occurrence, en fait, ils montrent pas trop le côté humain dans leurs ads. Ils montrent plus ce qu'ils vendent, ce qu'ils vont apporter, etc. Mais ils montent pas leur tête, ils montent pas. Ils ont énormément de budget, c'est un truc de fou. Tu les vois de partout. Genre quand t'es dans la niche freelance, tu vois par exemple sur YouTube, on tombe que sur des vidéos. Mais que sur ça, c'est abusé. Fiverr, ils sponsorisent des événements et tout. Je me rappelle, moi j'étais allé à un événement, ils sponsorisent, tout le monde repart avec sa petite casquette. Ils sont partout. Après, c'est normal. Je sais pas, ils font combien un milliard. 1 milliard de CA à l'année. C'est une dinguerie. Mais vous, ce qui est pas mal avec les ads, c'est que vous avez le contenu organique. Donc en fait, les ads, vous sortez pas de nulle part. Parce que vous allez pouvoir retargeter, je crois que c'est ça à peu près les termes. Je suis pas expert en ads. Toutes les personnes qui ont déjà regardé vos contenus, etc. Donc c'est un coup de boost en fait, les ads. Je pense que c'est possible de partir de zéro en faisant que des ads. Il y a des mecs qui sont très très bons. Mais c'est sûr que quand tu as déjà une petite communauté ou une personal brand, c'est utile. Parce qu'en plus, la personne va aller sur ton ads. Si d'ailleurs t'as rien, genre t'as un compte Insta avec 12 abonnés, ok, le mec il se dit bizarre. Si le mec il tape ton nom sur LinkedIn, il voit que t'es actif, etc. Directement ton ad, après, elle va mieux fonctionner. C'est vrai que en plus les ads, c'est vrai que c'est un gros boost, mais c'est une dinguerie. Mais pour ça coûte cher aussi. Ça coûte cher, mais en plus nous ça va être une autre stratégie. Je veux dire, c'est une autre stratégie que le contenu classique. Et je pense que c'est pas un truc à faire comme ça en fait, juste à tester. Je pense qu'il faut bien s'entourer. Je pense qu'il faut bien s'entourer. Il faut on va dire un peu de caler, mais dans tous les cas, ça va être obligatoire, tu vois. Mais pour moi, on va dire, il faut passer par le contenu organique déjà pour en fait apprendre sur le terrain, un petit peu apprendre sur le tas, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Et puis après, dans tous les cas, même si les ads, c'est complètement différent, ça peut être complètement différent sur certains points et ça dépend ce que tu vas vendre, etc. Mais moi, je pense que le contenu organique, c'est ce qui va t'éduquer le plus.
Donc, non, c'est clair. Bon, au début, de toute façon, c'est sûr que vous allez brûler un peu d'argent. Hein. Mais après. Ouais, non, mais là, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, les coûts d'une appli déjà. Et déjà, depuis le début, là, c'est. Ouais. Justement, vous en êtes où là actuellement? Bah là, on a tout délégué du coup aux développeurs, aussi à l'agence de branding. Donc là, on est, comme on t'a dit, sur tout ce qui est marketing, aller chercher tout ce qui est entreprise et ça se passe plutôt bien. Ouais, non, franchement, là, on va dire, déjà, nous, on a un challenge sur Insta, du coup, il y en a beaucoup qui le voient, etc. Et toi, tu l'as vu. Et le truc, c'est que le challenge, il est, on va dire, vraiment chaud, de fou. On l'a fait aussi un petit peu pour le côté marketing, pour le côté, en fait, impactant, dans le sens où ça va forcément attirer des freelances, ça va forcément attirer des personnes, et ça a marché. Pour l'instant, ça marche bien. Voilà, on arrive à attirer une petite audience petit à petit, et franchement, c'est cool. Il y a de plus en plus de freelances, et nous, c'est ce qu'on voulait toucher à la base, qui nous suivent. Donc ça, c'est super cool. Après, voilà, au niveau de l'appli en elle-même, on est censé être à la moitié du challenge, mais en soi, on est à la bourre complet. Normal. Voilà, le truc, peu de jours. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a une autre maquette qui nous a pris du temps de fou parce qu'on s'est un peu bagarré avec notre MVP, tu vois. Faire un MVP, nous, c'était la première fois. Et le truc, c'est que c'est hyper frustrant parce que t'es là, j'aimerais intégrer ça comme fonctionnalité, ça. Et au final, le développeur, il te regarde, il dit, mais non, il faut faire juste l'essentiel, un peu une version imparfaite, tu vois, de l'appli. Après, ça évolue, tu vois, ce qui en soi est logique, mais nous on l'avait pas intégré et même tu sais, ton appli c'est un peu ton petit bébé, tu vois, donc c'est vraiment compliqué de se dire putain, je vais sortir une version qui me plaît pas trop, tu vois. Donc en vrai c'est dur, tu vois, nous c'est un peu une aventure pour nous, sachant qu'en plus on a arrêté les cours pour ça, on a vraiment tout lâché pour ça, tu vois. Le truc c'est qu'on a de la chance d'avoir notre père et même grâce à son entreprise qui nous aide. Du coup, parce qu'il travaille avec des développeurs, donc il y a un développeur qui se met à plein temps là-dessus. Donc, en fait, financièrement parlant, on galère moins que ce qu'on devrait galérer et que, on va dire, deux personnes qui sont pas aidées, deux autres personnes qui peuvent ne pas être aidées, elles auraient mis peut-être 20K, 30K, que ce que nous, on va pas mettre. Donc, ça, on a vraiment de la chance. On est hyper reconnaissant là-dessus, tu vois. C'est normal. Ouais. Et vous pouvez parler un peu plus du projet ou pas du tout? Alors, parce qu'il y a peut-être des personnes qui viennent d'Insta, qui ont un peu suivi les vidéos. Ouais, en vrai. Ce que vous pouvez dire. Non, on va le dire. Franchement, nous, on cache de moins en moins de trucs. Au début, on essayait de cacher parce qu'on se disait, vas-y, on va essayer de donner moins. Ouais, voilà, teaser, donner moins d'indices parce qu'il y avait aussi cette part on a peur de se faire voler des idées alors qu'en soi, c'est bête parce que. Genre, on a la vision, on a la vision, on a notre propre vision, on a vraiment la propre vision de l'appli, de toutes les idées qu'on veut développer parce que. On peut dire une idée, mais après, il y a plein d'idées qui partent sur juste cette idée-là, tu vois. Et le truc, c'est que ce sera une appli, en fait, pensée un peu à la base comme Fiverr Upwork, donc un mélange de Fiverr Upwork dans la relation entre les entreprises et les freelances. Le truc, c'est qu'on aimerait mettre un système, du coup, où les entreprises pourront, en fait, poster des annonces, comme Upwork. Et du coup, un système aussi où les entreprises pourront aller chercher les freelances. Donc en fait, c'est un peu complexe parce que Fiverr, ils vont que chercher les freelances. Les freelances fixent leur prix, essaient d'optimiser un max leur profil. Et sur Upwork, du coup, c'est un peu l'inverse. C'est les entreprises qui postent des annonces et les freelances qui postulent. Et là, en fait, il pourrait y avoir les deux. Donc les freelances, ils pourront en fait optimiser leur profil un maximum, pas mettre leur prix, juste optimiser leur profil un maximum. Les entreprises pourront poster du coup ce qu'ils veulent en détail avec une annonce présélectionnée pour eux, vraiment bien pensée. Et si vraiment voient qu'un profil freelance l'intéresse de fou, là ils seront en mesure de contacter du coup le freelance. Et nous on trouve ça cool, comme ça l'entreprise ça peut lui permettre de pas trop attendre si elle a envie de faire la mission assez rapidement ou si elle a envie d'elle-même en fait essayer de chercher un freelance qualifié, tu vois, ce qui est pas toujours le cas sur les plateformes en général où il y a énormément de freelance en fait qui sont pas très qualifiés quand ils arrivent sur la plateforme. Et aussi du coup on aimerait faire une partie SaaS, donc avec un abonnement où en fait on va permettre aux freelance d'accéder à 0% de commission sur chaque mission. Donc un truc qui a jamais été fait, tu vois. Et accessible aussi. Vraiment hyper accessible, tu vois, genre à 30 euros. On aimerait penser à un truc à 30 euros par mois l'abonnement. On sait pas si ça va être rentable au début, tu vois. Parce que aussi bien les freelances vont dire quoi, 30 balles et tout, 0%, sachant que il peut y avoir des freelances hyper actifs sur des plateformes, ils vont dire mais moi je fonce, tu vois.
Et peut-être que c'est pas rentable pour nous parce que par rapport à des plateformes comme Fiverr, Upwork, tout ce qu'ils prennent comme nous, nos 30 euros, tu vois, par mois, c'est sûr que c'est peut-être pas la même. Mais le truc, c'est qu'on veut tellement taper fort, tu vois, au début de notre appli et tellement attirer un max de freelance que peut-être qu'après on reverra nos prix, peut-être qu'après on reverra le pourcentage de commission. Parce qu'il y a une plateforme qui fait ça et c'est 200 euros par mois, genre 0% de commission. Du coup, plateforme française? Je sais pas exactement. Peut-être pas français, mais on sait qu'on avait vu une plateforme qui faisait ça, genre 200 balles par mois, je crois. Par mois. Ouais, du coup, on s'est dit bon. À 0%. Et le truc, c'est que du coup, forcément, il y aura une partie payante, donc avec l'abonnement, une partie gratuite. Une partie gratuite, du coup, où il y aura forcément des commissions, parce que sinon, ça va être compliqué pour être rentable. Mais du coup, des commissions peut-être moins élevées que les plateformes qu'on a l'habitude de voir, les plus grosses sur le marché, donc Fiverr, Upwork, etc. Et on a pensé aussi à quelque chose, et on ne sait pas si ça va sortir du coup directement. Voilà, directement, parce que c'est hyper dur à développer, c'est hyper dur à penser. Vraiment à toutes les idées, etc. En fait, on a voulu penser aux freelances qui débutent. Ouais. Donc on sait que c'est hyper dur pour eux de se lancer sur les plateformes comme Fiverr, Upwork et tout. Ils arrivent, ils te demandent d'optimiser ton profil, mais le mec, il a peut-être pas trop les compétences, etc. Il n'a pas trop d'indications sur comment il doit optimiser son profil et tout. Du coup, nous, on aimerait mettre en place, du coup, à travers l'abonnement, un système de formation dans plusieurs domaines, donc dans 8 domaines. On ne pourra pas former les freelances sur tous les domaines, parce que dans tous les cas, ce serait beaucoup trop. Ce serait une galère. Donc sur 8 domaines spécifiques, les plus, on va dire là où il y a le plus de freelance. Ouais. Et le plus de demandes aussi. Et le plus de demandes. Et le truc, c'est qu'on aimerait gamifier du coup cette partie formation du coup avec des mini-jeux, rendre vraiment cette partie formation interactive avec des mini-jeux ou quand c'est trop technique, tu vois, des vidéos éducatives. Okay. Et le truc, c'est que ça, pour nous, ça va vraiment changer pas mal de choses parce que déjà gamifier tout ça, c'est un truc, ça n'a jamais été fait aussi. On va dire former des personnes pour monter en compétences, vraiment grâce à des mini-jeux, tu vois. Les gens, même quand nous, on parlait à des freelances, on avait des feedbacks qui nous disaient mais les gars, comment vous allez faire ça, tu vois, genre c'est limite, c'est chaud parce que, tu vois, création de logo, par exemple, c'est, on va dire, une spécialité qui est vraiment chaud. Tu vois, il y a des spécificités, forcément. Et là, pour ça, forcément, il y aura des vidéos éducatives quand on ne pourra pas faire de mini-jeux. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est super chaud à penser à toutes les idées, etc. On est obligé de travailler du coup avec des experts dans 8 domaines différents parce que forcément, nous, on n'est pas des experts dans tous les domaines. Et sinon, on ferait pas une formation vraiment qualitative. On bâclerait vraiment un produit vraiment qualitatif. Donc, et du coup, ce serait en fait notre élément différenciant vraiment. Et là, on va chercher à se démarquer au-delà de la concurrence. C'est vraiment notre SaaS en fait. Ouais. Et peut-être qu'au début, on serait pas rentable. Tu vois, c'est ce qu'on a dit à pas mal de freelance au début. Peut-être que voilà, ils prendront peut-être tous en fait notre abonnement. Et le truc, c'est que après, on verra en fait par la suite pour l'évolution de notre appli, pour augmenter les prix, peut-être pour augmenter, peut-être passer de 0% à peut-être, on va dire 2-3%, je sais pas. Tu vois, on n'a pas encore réfléchi là-dessus parce que ça nous semble un peu loin. Mais en gros, ce serait ça l'idée de l'appli, donc une plateforme qui facilite la relation entre les freelances et les entreprises. Et du coup, une partie en fait formation, une partie SaaS. Avec un abonnement et des avantages un peu inédits, entre guillemets, que tu retrouves pas ailleurs. Ouais, parce que les mini-jeux, surtout à des prix comme ça, quoi. On avait vu sur le marché américain de plus en plus la gamification pour augmenter la rétention au niveau des SaaS. C'était super important. Du coup, on s'est dit pourquoi pas l'implémenter. C'est sûr que le marché français, il n'y a pas beaucoup de personnes. Après, c'est sûr que ça fait peur parce que du coup, on se dit mais pourquoi ils n'y ont pas pensé? Pourquoi ils n'y ont pas pensé et du coup, on peut pas vraiment tester le modèle sur une entreprise. Quand tu as un produit en fait, qui est nouveau sur ce marché-là, en fait, tu te dis, mais eux, ils ont tellement de budget que s'ils voient que notre idée, elle marche bien, eux, ils la copient en 2 secondes, c'est fini, tu vois, c'est fini pour nous. Et c'est là aussi, on a misé sur nos réseaux. C'est pour en fait vraiment bâtir cette personal brand en fait, autour de notre projet, autour de nous, pour nous dire, voilà, même si les gens ils voient que sur Fiverr, ils l'ont peut-être fait un peu mieux parce qu'ils ont plus de budget, qu'ils nous ont repris l'idée, etc. Vu que l'idée, elle vient de nous, les gens, ils vont rester. Où en fait, ils vont s'accrocher à nous parce que c'est notre projet aussi, tu vois. Donc c'est là où aussi la personal brand, c'est trop important. Mais l'idée de la gamification, c'est vraiment bien. Moi aussi, je suis en train de le faire. Moi, par exemple, pour chaque chapitre, chaque module, etc., à chaque fois, je mets un objectif de la vidéo, dans le script, etc., peu importe. Et à la fin, il y a toujours un mini challenge et une checklist à suivre. Donc, j'ai pas encore, c'est à réfléchir,
mis par exemple un Notion où après tu coches les cases, ça te donne un nombre de points, etc. Ouais. Mais il y a quand même l'aspect gamifié où voilà, tu as un mini challenge à faire, tu as un petit exercice à compléter, etc. Et ça, c'est vraiment bien, comme tu dis, pour la rétention, même pour la satisfaction. Ouais, la C'est rétention, ludique, c'est- etc. Donc c'est cool. Bah, ça donne plus envie en fait aux mecs de suivre ta formation de A à Z, quoi. Ouais, parce que si t'as des vidéos de genre 1 heure à chaque fois, 1 heure, et ben le truc c'est que, bah, surtout que vu que nous c'est un abonnement qui est assez. Voilà, les gens ils ont pas investi une somme conséquente, et ben peut-être qu'ils vont moins s'investir, Ouais. ils vont hyper vite se lasser, Mm. et du coup pour notre rétention c'est pas ouf. Alors que, tu vois, genre mini-jeu, bah, les gens, on va dire qu'ils se forment, en même temps ils apprennent plein de trucs. Et du coup là on est en train de penser à tout ça. Peut-être que ça va pas C'est sortir une du galère coup. hein, par contre, ouais. Ça va Ouais, pas c'est sortir ça. pour la première version de l'appli parce que mec c'est chaud de fou. Parce qu'on voulait faire un truc comme Duolingo un peu. Enfin, Ouais. vraiment dans le style c'est un ça. peu. Ouais, du penser taf, un peu là. parcours. Il y a vraiment Tu sais, du taf. Hein. Ouais. penser un peu parcours, tu sais, comme Ouais. Duolingo en mode le mec il a son parcours, il y a plusieurs niveaux, tu vois, il y a les bases, niveau novice, expert, etc. Ouais, c'est- Du coup, il y aurait pour tout le monde, tu vois, parce que même ça peut être aussi un expert dans un domaine qui dit bah moi j'aimerais bien me former en création de logo parce que vas-y j'ai envie d'apprendre. Et ben le mec il apprend, tu vois. Ça peut être. En fait, on peut ce qui est bien avec la partie formation, c'est qu'on vise d'abord les freelances débutants Ouais. et après on peut viser n'importe quel freelance Ouais. qui souhaite se former. Donc voilà. Mais on aimerait aussi parler de ton offre du coup, parce que toi aussi du coup tu as une offre en fait pour les freelances. Du coup, concrètement, voilà, c'est quoi en fait ta cible? Qu'est-ce que tu vends concrètement dans ton offre? Yes. Bah, moi aussi, je vise les freelances, du coup. Mm. On sera concurrents dans quelques semaines, quelques mois. Mais non, je vise aussi les freelances. Moi, c'est un côté, c'est entre la formation et l'accompagnement. J'ai changé 2-3 fois de modèle. Enfin, ça reste toujours la même chose, mais c'est entre la formation et l'accompagnement. Parce que moi, mon but, c'est vraiment d'aider le plus de freelances possible. C'est vraiment un but. Ok, faire de l'argent, mais comme tout le Ouais, monde, c'est on va ça, pas se ouais. mentir, quand t'es entrepreneur, t'es chez l'entreprise, t'es obligé de faire de l'argent. C'est ça. Il faut faire de l'argent, mais là, depuis quelques semaines, je suis vraiment dans le truc aider le plus de freelance possible. Donc c'est pour ça que je suis passé un peu plus de côté formation que accompagnement en one-one comme je faisais avant. Mais comme j'ai dit, avec beaucoup de gamification, quand même un endroit pour poser des questions, etc. Mais dans le but de forcément prendre beaucoup plus de personnes, d'aider beaucoup plus de personnes, parce que c'est vraiment le but. Et donc, moi, ce que je fais, c'est il y a des vidéos, c'est aussi retranscrit en texte à chaque fois, pour si les personnes veulent faire texte et vidéo. Et il y a plein de modules, que ce soit sur l'offre, le positionnement, l'ICP, l'avatar, etc. Un module sur tout ce qui est process. On rentre pas dans les process hyper compliqués comme des grosses automatisations IA, ça sert à rien. Les Ouais. freelances, souvent, ils veulent avoir un truc simple, donc c'est des petits process pour gagner du temps. Je dis pas qu'ils vont travailler 3 heures par jour, mais déjà, si tu peux gagner quelques dizaines de minutes par jour, c'est toujours cool. Sur le mois, ça te fait gagner du temps. Ouais. Donc, process, intelligence artificielle. Après, on a tout ce qui est acquisition, câble nerf de la guerre pour la plupart des freelances. Donc là, moi, je suis plus axé sur Ouais. LinkedIn, du coup. Donc, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est prospection, setting, etc. Et aussi tout ce qui est closing. C'est toujours intéressant, savoir vendre, etc. Surtout à des boîtes en B2B. Parfois, on ne sait pas trop comment se positionner quand on arrive dans l'appel de closing. Et Ouais, voilà, je et te tout jure. ça, c'est un peu gamifié, comme j'ai dit. Et voilà. Et aussi un C'est espace, cool, du coup, ça. pour poser toutes tes questions. En fait, c'est des réponses personnalisées tous les jours. Et voilà. Et Ok. potentiellement rajouter dans les prochains mois, mais c'est à voir. Peut-être tout ce qui est emailing, tout ce qui est Malte, ou alors votre plateforme, ou alors Ok. parce que, Ah, ça pourrait être pas mal. un peu tout ce qui est référencement comme ça sur les plateformes comme ce que vous êtes en train de faire. Mm. Et potentiellement un truc comme Insta, YouTube, à voir. Ok, Ok. incroyable. Incroyable. Et c'est quoi, on va dire, ta vision là? On va dire, t'accompagnes combien de personnes déjà au sein, tu sais ou pas à peu près ou- Ouais, bah là en 2025, je sais pas quand va sortir le podcast, mais à peu près 20 personnes en 2025. Ok. Là, comme j'ai dit, le but c'est qu'avant j'étais vraiment sur un accompagnement one-one. Du coup, t'étais plus sur du high ticket, enfin beaucoup plus. Ouais, c'était un peu plus cher. En fait, Là, je voulais pas pricer hyper cher non plus, Ouais. mais j'étais quand même un peu sur, on va dire, du mid-ticket plus pourcentage. Sauf que le problème, c'est que ça prend du temps, faut accompagner les gens one-one. Et en vrai, forcément, il y a un peu plus de résultats en one-one. Sauf que tu peux prendre beaucoup moins de monde. Et moi, comme j'ai dit, en fait, je préfère faire un truc beaucoup moins cher, quitte à gagner un peu moins d'argent, comme vous au début. Ouais. Donc, c'est pas grave au début. Bon, moi, je serais rentable parce que j'ai moins de frais que vous, hein, c'est sûr. Mais quitte à prendre beaucoup plus de personnes, aider beaucoup plus de personnes. Et franchement, c'est ma vision. Et comme tu disais, moi, ma grosse vision, c'est j'aimerais bien faire un SaaS un jour. Ok. Et donc, je me dis, le but là, c'est de construire une grosse communauté, que ça soit sur LinkedIn, YouTube, potentiellement Insta, si je me lance dans les prochaines semaines, et d'accompagner le plus de freelance possible. Donc, comme j'ai dit, pour beaucoup moins cher. Mais le but, c'est de recueillir plein de feedback, comprendre bien tous les problèmes du marché, etc. Pour à terme, dans quelques mois, 1 an, 2 ans, je sais pas, sortir un SaaS du coup pour les freelances.
pas comme vous, mais par exemple, je sais pas, ça peut être un CRM pour la prospection freelance, je sais pas trop. Ok, voilà. Ok, incroyable. très stylé. Mais en plus, ouais, t'as gagné du temps, en fait. T'as gagné du temps de fou, en fait, en faisant partie formation, vraiment. Parce que c'est sûr, one-one, t'as beaucoup plus de résultats, entre guillemets. Tu te concentres beaucoup plus sur ton client. Mais si, on va dire, t'automatises tout ça avec tout ce qui est, bah voilà, gamification, tu mets un petit peu des vidéos éducatives, Au final, etc. ils se sentent accompagnés, Bah, en fait. ouais, en Je fait, pense aussi. Hmm. Ils se sentent un peu accompagnés. Ouais, voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'ils se sentent accompagnés. Puis même, comment dire, en fait, la partie formation aussi, même s'il y a des résultats qui sont, on va dire, qui mettent plus de temps à arriver, et ben au final, ils vont quand même être satisfaits, tu vois. Toi, ça va te permettre d'accompagner plus de monde aussi, parce que du coup, one-one avec, tu vois, genre plus de 5 personnes au mois, peut-être que ça peut être compliqué de gérer, bah, genre vraiment tout, tu vois. Je sais pas après, si toi encore t'as délégué, si tu commences à déléguer un petit peu, du coup, tes services, etc. Non, bah pour le coup, c'est moi qui faisais le one-one. Ok. Donc, ouais, forcément, ça prend du Ah temps. Enfin, ouais, ça prend du temps pour tout. Sachant que je faisais aussi parfois un peu de done for you, tu vois, où j'allais, par exemple, extraire Ah des ouais, listes ok. de prospects, Ouais. etc. pour les gens. Donc, en fait, ça prend du temps. Mm. Et en fait, je me dis que quelqu'un qui est vraiment motivé, qui veut faire fonctionner son activité de freelance sans aller chercher 30K par mois, mais en tout cas, qui veut stabiliser son activité de freelance, si il regarde ma formation, qui est quand même hyper gamifiée, il y a quand même la partie question où la personne peut vraiment poser des questions, c'est des vraies réponses, c'est pas juste 2 messages sur un Discord. Le but, c'est quand même de répondre à toutes les questions. Bah, ça fonctionne aussi bien, quoi. C'est sûr que ça fonctionne peut-être un peu moins parce que je suis pas là derrière plusieurs heures par semaine avec toi, mais ça permet de faire de la masse, d'accompagner plus de personnes, et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, ok. En plus, le setting, ouais, voilà, t'en parlais tout à l'heure. C'est sûr que peut-être que les freelances, ils savent pas faire au début tout ce qui est setting. Tu parlais aussi d'acquisition client qui est compliqué pour ces freelances-là, en l'occurrence, et même la plupart des freelances. Toi, on va dire que c'est vraiment cette problématique-là que les freelances rencontrent quand on va dire ils parlent avec toi. C'est vraiment le problème d'acquisition, tout ce qui est peut-être relation B2B, etc. sur LinkedIn et peut-être, je pense, création de contenu aussi, j'imagine. Ouais. Bah, en fait, tous les freelances ont un problème d'acquisition, enfin, en tout cas, ceux qui se lancent. L'offre, parfois, il y a des choses à revoir quand même parce que c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle croyance, apporter une nouvelle croyance dans le marché, refaire son offre. Pareil pour le closing, les process, etc. Mais le nerf de la guerre, c'est vraiment l'acquisition. Mm. Et le truc, c'est que la plupart des freelances, quand ils se lancent, ils sont très bons dans leur domaine. Un mec qui fait des sites web est très très bon, il fait des sites web, etc. Ou même s'il est moyennement bon. En tout cas, il sait faire des sites web, il est meilleur que la plupart des gens. Mais il s'est pas rendu compte au début que quand tu es freelance, tu es une entreprise. C'est-à-dire que tu dois gérer tes services, ok, ça il sait faire, mais tu dois gérer ta communication, ton marketing, ton acquisition, ta vente, ta facturation, ta stratégie, etc. Ouais, c'est vrai, hein. Et ça, on s'en rend pas forcément compte parce que parfois on voit des gens, bah ouais, il y a des freelances, ils se lancent. Parce que 2 fois je dis freelance, lance, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Bah oui, ils ont des contacts, donc ils vont choper 3-4 contrats par mois, enfin avec du recurring à 1000-1500 euros, et forcément pour eux c'est facile. Mais quand tu dois aller chercher des clients, etc., bah ouais, c'est souvent là que ça bloque. Et ouais, comme tu dis, c'est vraiment l'acquisition le point noir. Et ouais, tout ce qui est création de contenu et tout ce qui est prospection et setting, c'est compliqué. Le nombre de fois où des personnes sont venues me voir. Ouais, Raphaël, je comprends pas, j'ai envoyé plein de messages de prospection, ça fonctionne pas. Bah, lis-moi ton message. Salut, je m'appelle Raphaël, j'ai créé Freelaunch, j'aide les freelances. Est-ce que tu es intéressé? On se prend un petit rendez-vous? Ouais, c'est ça. En fait, ils sont trop. En fait, c'est trop direct, ouais. Des fois, tu sais, les messages de prospection, tu spammes tellement que tu te fais passer pour un barbare un peu. Tu sais, il y en a, c'est abusé sur Un petit LinkedIn, follow-up, mais ouais. genre vraiment, c'est abusé. Il y en Ouais. a, c'est. Ouais, T'envoies des mais messages. surtout que les messages, des fois, ils sont trop directs. Tu vois, nous, on en reçoit beaucoup des messages où direct, ils vendent leur service. Ils disent, bah, si t'es intéressé pour en discuter, je te mets mon lien. Mon pour call. Academy. Ouais, voilà, direct. Voilà, Mais frérot, on n'a pas parlé. On a parlé. Genre, en fait, j'ai juste lu ton message et tu me proposes déjà, tu vois, un appel. Donc, en vrai, j'en avais parlé ça avec quelqu'un déjà sur LinkedIn. En fait, je lui disais, mais en vrai, juste, je te donne un conseil, sois plus humain, en fait, dans vraiment tout ce qui est prospection, etc. Parce que nous, on a prospecté sur Instagram, tu vois. Et pareil, sur Instagram, bah, les mecs, t'es à un fil vraiment de que le mec te mette un Ouais, vu c'est ou vrai. qui regarde pas ton message. Et nous, au début, on envoyait des messages avec des fusées, avec C'était une galère. parce qu'on nous avait appris ça, tu vois. Le truc, c'était un peu des méthodes dépassées. On a vite compris que le côté humain, il prenait le dessus, tu vois, sur le setting. Et le truc, c'est qu'après, bah, sur LinkedIn, tu vois, enfin, moi, je trouve que quand tu prospectes bien, tu peux arriver très vite à échanger, même si la personne est contre, tu vois, tu peux très vite, et contre ton offre, tu vois, tu peux très vite arriver à échanger avec elle. Ça se passe très, très bien. Limite, vous donnez des conseils mutuellement, tu vois. Et vraiment, LinkedIn, pour ça, tu vois, c'est trop bien parce qu'il y a beaucoup plus de réponses. Si
tu prospectes bien, c'est pas, tu vois, du B2C comme sur Instagram, comme nous on a pu le faire, parce que nous on faisait que de la prospection Instagram. Ouais, que à fond. Et après, pour revenir du coup à la création de contenu du coup sur LinkedIn, je trouve que tu peux apprendre beaucoup plus facilement aussi. On va dire c'est beaucoup moins aléatoire la création de contenu sur LinkedIn que sur Instagram, parce que sur Instagram, même si tu maximises tes chances de percer, tu fais tout vraiment selon toi, que la personne, on va dire, qui te forme, elle te dit voilà, faut que tu mettes une musique interactive, faut que tu mettes ça, faut que tu fasses une voix off, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, et faut que tu te niches. Le truc, c'est que des fois, ça va pas marcher peut-être pendant 1-2 mois, peut-être une vidéo en 3 mois qui va percer. Et le truc, c'est que c'est hyper frustrant du coup pour les personnes que tu accompagnes. Parce que au final, ces personnes-là vont dire mais ouais, mais ils me donnent des conseils de merde. Alors pas du tout, tu vois. Ouais. Tu fais confiance limite à un algorithme, même si j'aime pas trop remettre la faute sur l'algorithme. Mais c'est trop aléatoire en vrai. Surtout au début quand ça démarre, quoi. Non, mais c'est clair. Trop aléatoire. T'as des mecs qui vont percer direct. Et t'as des mecs comme Kevin, on a commencé le compte en même temps que lui, peut-être il avait une stratégie, mais qu'on a pris en podcast, il a déjà 70K alors qu'on a commencé. Il a commencé en août, tu vois. Nous, tu vois, on a commencé à 0 en août, tu vois. En décembre, on était à 300 abonnés, tu vois. Donc, t'as des comptes, ils prennent 1 an, 2 ans, même plus à décoller. Et d'autres qui vont mettre même pas une semaine, des fois, ils vont avoir 10K. Après, il y en a qui sont les bonnes stratégies aussi, tu vois. Oui, non, mais de toute façon, la stratégie, ça joue un rôle, en fait. Oui, dans tous les cas. Du moment où tu as une stratégie, tu appliques les bonnes choses, les bons codes, etc., tu iras plus vite. Par contre, c'est aléatoire. Il y a des gens, comme tu dis. Des fois, En fait, sur la même stratégie, tu as des comptes qui vont percer d'un coup, d'autres, ça va prendre 2 mois, d'autres 1 an. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est un marathon et pas un sprint. Il y en a qui vont percer dès le début, il y en a que ça va prendre du temps. Moi, j'ai mis plusieurs mois à percer sur LinkedIn. Ok, mes posts n'étaient pas parfaits, mais ils étaient quand même bien. Et j'ai mis quand même plusieurs mois. Il y a des gens, ça va être plus rapide. Et la prospection, c'est un peu pareil parce que sur LinkedIn, tu es limité en termes d'envoi, d'invitation. Et vu qu'il faut quand même A/B test des messages, il faut A/B test des segments de marché. Parfois, sur 400 personnes, malheureusement, tu vas tomber sur 400 personnes qui ne sont pas actives au même moment. Du coup, tu ne vas pas avoir de réponse. Parfois, ton message va très bien fonctionner parce que tu sais pas trop pourquoi, et par contre le même message va pas du tout fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc en fait c'est vraiment un marathon et pas un sprint, et il faut vraiment tester plein de choses, et surtout faut être discipliné, quoi. Tu postes tous les jours, et par contre un truc c'est que ça finira toujours par marcher. Tu postes tous les jours sur LinkedIn pendant 5 ans, dans 5 ans c'est sûr, même sur Insta ou YouTube, il faut traquer ce qui marche pas, que ce soit au niveau des messages de prospection, tu traques tes KPI. En vrai c'est tout bête, mais il y en a pas beaucoup nous on avait mis de côté les KPI, mais alors que c'est un truc hyper important. Tu fais tous tes tests, tu peux savoir quel message est le mieux, on va dire du moment. Après, le message, un petit peu la prospection. C'est vrai qu'on avait arrêté, mais c'est un truc hyper important et plein de gens le négligent, alors que tout ce qui est KPI, AB test, c'est clair. Tout bête, Ouais, mais même demander à la personne. Moi, c'est un truc que parfois je conseille. C'est une fois que ta prospection elle est ratée, ou tu peux demander à la personne. Juste une petite question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mon message? Qu'est-ce qui aurait fait que je vous aurais répondu? Les gens, parfois, ils osent pas, mais en face de toi, c'est un humain. Même si le mec, il est directeur général d'une grosse boîte, ça reste un humain, en fait. Tu peux très bien lui demander et ça permet de s'améliorer. Ça coûte rien, quoi. C'est clair. Ça coûte rien vraiment de demander. Dans tous les cas, même nous, on s'était fait conseiller. Quand sur Instagram, on envoyait des mauvais messages, ça fait un peu mal à l'ego, parce que tu te dis, ça fait longtemps que j'envoie des messages comme ça. Le mec, il me défonce mon message, il me dit que c'est de la merde, en gros. Et puis, du coup, c'est dur de mettre l'ego de côté dans ces situations-là, mais il faut écouter, il faut prendre. Tu vois, cet ego-là, faut le mettre de côté. Et puis même, t'en as qui se remettent pas souvent, tu vois, assez en question, que ce soit dans le business en général, qui essaient de remettre la faute sur, peut-être tel mec, ou voilà, c'est à cause de ça que j'y arrive pas aujourd'hui, que j'arrive pas. Alors que c'est un truc que tu fais tous les jours, en fait, dans l'entrepreneuriat, tu te remets tout le temps en question. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut faire, tu vois. En fait, t'es obligé, parce que si tu le fais pas, en fait, tu vas stagner au bout d'un moment, où il y a un truc qui va plus marcher du tout. Et nous, en l'occurrence, c'était ça au tout début. Mettre l'ego de côté et tout. Quand tu démarres sur LinkedIn, tu démarres sur Instagram, tu penses avoir les codes, alors qu'au final, il y a un mec qui arrive et qui te détruit. Il nous avait même pris en colle. Il nous avait dit, j'ai vu que votre calendrier, il est vide. Et après, il nous avait donné des conseils et tout, full valeur. Mais c'était plein de bienveillance. Et franchement, c'est à apprendre. Tu peux pas raccrocher et dire c'est bon. Mais il y en a plein, ils le font. Il y en a plein, ils sont là, vas-y, je sais j'ai raison. Je sais ce que je vaux. Ouais, c'est ça. Et pour revenir à ce que tu disais sur la création de contenu, parfois ça peut prendre du temps. Moi, ce que je conseille toujours, et si vous écoutez ce podcast, faites ça, c'est d'être partout. En fait, si vous faites de la création de contenu, de la prospection, que vous faites des salons, il y en a forcément un qui va au moins un peu fonctionner. Et donc, même si la création de contenu, ça va mettre 3 mois à fonctionner, et au moins, en fait, grâce à la prospection, grâce au salon, grâce aux events, tu vas quand même pouvoir aller chercher des clients.
Et ça t'évite cette petite traversée du désert jusqu'à ce que soit tu trouves ton bon message de prospection, soit tu trouves ton bon contenu LinkedIn, etc. Ah, mais c'est réel. Hein. Non, mais je suis genre, même les salons, là, les événements et tout, juste. C'est la première fois pour nous. Ouais, c'est ça. C'était la première fois que nous, on allait à un salon, un gros salon, un événement et tout. Et le truc, c'est on va dire qu'on y allait aussi un petit peu pour les entreprises, pour tout ce qui est voilà, démarcher les entreprises, pour voir si c'était partant de potentiellement du coup vendre en fait leur service, proposer leurs services aux freelance sur notre application future. Et du coup ça s'est trop bien passé quoi. Au début on avait peur, on flippait un peu déjà. C'est dur. Puis, ouais, c'est dur d'aller à un stand de bonjour. Ouais, c'est ça. Et surtout d'abord on s'intéresse, on disait salut et tout. Ouais, voilà, c'est ce qu'on faisait à chaque fois, on disait vas-y, on s'intéressait à ce qu'il faisait, on disait que nous voilà, c'était bien ce qu'il faisait, etc. Après il nous demandait ce qu'on faisait, et c'est là où nous on pouvait, tu vois, attaquer en fait notre phase entre guillemets de prospection, sachant qu'en plus on n'a rien à leur vendre, tu vois. C'était plus pour leur proposer une opportunité, parce qu'en soi les gens, quand tu les prospectes directement, ils croient qu'il y a quelque chose à vendre directement, alors que nous vraiment c'est totalement, en l'occurrence là vraiment il y a zéro douille, tu vois, c'est totalement gratuit. Mais ouais, les événements c'est incroyable. Puis tu recroises des gens que tu as peut-être déjà recroisé, des entrepreneurs, c'est des opportunités de fou. Puis même t'es à une rencontre peut-être de changer peut-être ton business. C'est clair. Il y a un mec qui peut, tu vois, juste une rencontre tu fais, le mec qui peut t'apporter énormément de valeur pour ton business, le mec qui a énormément d'expérience, et ça c'est un game changer de malade. C'est abusé. Mais du coup, pour changer un petit peu de sujet, on voulait te demander si toi, du coup, tu lis en général, si tu aimes déjà la lecture. Ouais. Il faudrait que je lise plus. C'est important. Non, c'est important. Mais je m'étais dit que j'allais lire, je sais plus, j'avais dit combien, un livre par mois. Mais c'est compliqué à tenir. En fait, c'est que tu as tellement de choses qui arrivent avec ton business, ton activité, tellement d'imprévus, de trucs à faire. Journée, tu te dis, ouais, c'est ça. C'est pas grave, je lis pas. Et... Ouais, c'est genre, à chaque fois, tu es sur ton tel, tu dis bon. On a le cas de figure en ce moment, nous. Ouais, c'est ça. Donc, je lis un peu. Il y a des périodes où je vais lire, où je vais essayer de me forcer à lire, ou même des périodes où ça va être plus calme. Du coup, je vais me dire, c'est bon, là, je peux lire 15 minutes tous les jours. Mais pas assez. Il faudrait que je lise plus. Vous lisez ? Ouais, en vrai, en fait, on a une grosse période quand on a commencé vraiment notre projet pour les freelances et tout, là, notre projet d'appli et tout, en décembre, je crois, vraiment, à y réfléchir dessus. En fait, on s'est dit, on va acheter grave de livres vraiment pour la valeur, etc. Et on avait fait, genre vraiment, je le dis, on avait fait, mais n'importe quoi, tu vois. On avait voulu acheter genre une dizaine de livres, je crois, on avait acheté une dizaine de livres. Et on s'est dit, vas-y, en décembre, on va lire les 10 livres, on va les lire. Mais on les répartit, tu vois, 5 livres chacun. on s'est dit, mais. Un livre tous les 3 jours. Et on terminait, genre, un livre tous les 3 jours, tu vois. Au final, on l'avait fait, hein, on avait fini 5 livres chacun à la fin du mois de décembre. Mais le truc, c'est qu'au final, ça devient comme un peu quand tu scrolles sur ton tel, en fait, tu t'écœures en mode tu retiens plus rien. Et ouais, tu lis pour lire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, on arrivait le matin, on se disait, bon, allez, morning le matin, routine, à 7h30, t'arrives, mais le pire moment pour être concentré, tu sais. Une heure de lecture après manger, c'est le truc qui va pas, tu sais. Après manger, t'étais lourd et tout, une heure de lecture. Là, je le dis, le soir, encore une heure de lecture. Et t'avais pas envie de. Après, je sais plus, on avait fait quoi pendant un moment. On voulait faire de la méditation aussi, mais pareil, on n'avait pas le temps. Ouais, on a lâché. Après, tu sais, il y a des bienfaits, tu vois, même pour lire, pour la concentration, même la méditation. Pour être pour contrôler ses émotions, etc. Mais voilà, faut arriver à gérer, faut arriver à se caler un moment. En vrai, moi, là, on le fait plus. Pareil, en ce moment, on le fait plus parce que on est débordé. Mais genre, je pense qu'il y a toujours un moment à trouver, un moment où on est sur notre tel. Peut-être que genre on procrastine très vite fait pour rien, même si on le fait beaucoup moins qu'avant. Tu vois, on reste encore jeune. Tu vois. C'est normal c'est compliqué de se détacher de son tel aussi. Tu vois, quand tu passes de un mec qui est en cours à tu vois un mec qui entreprend pour quelque chose que t'aimes, tu vois. Pour être productif, c'est dur aussi. Ouais. C'est ça. Au début, surtout. Moi, j'ai arrêté les routines. À un moment, j'aimais bien en mode routine et tout, productivité. Moi, j'ai arrêté parce que en fait, je me suis rendu compte que ça me mettait plus, pas la pression, mais c'était plus un poids dans ma journée qu'un truc pour t'avais pas envie de le faire. Fait. Ouais, en fait, c'était ça. T'avais pas envie de le faire. Et en fait, vu que je suis passé en plus par une phase où j'ai énormément bossé, après j'ai fait pas un burn-out, mais voilà, j'ai trop bossé, j'ai saturé, etc. Et en fait, quand j'ai voulu reprendre, enfin, j'ai pas arrêté de bosser, mais quand j'ai voulu reprendre à calmer, des horaires normales, et je me suis dit, comme ça, j'ai un peu de temps pour faire une morning routine ou une night routine, etc. En fait, je me suis rendu compte que juste ça me prenait de l'énergie parce que je finissais ma journée et je me disais, faut que je lise, faut que je fasse ça. Et en fait, c'était plus
un truc nul de ma journée qu'un truc pour la productivité. Du coup, je suis fâché avec les routines. C'est vrai que c'est dur mentalement de travailler. Enfin, le rythme, je sais pas, toi, t'as adopté quel rythme, mais là, en ce moment, nous, on est sur un rythme très. On sait que c'est temporaire en fait, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Des fois, on arrive au studio. Ça, c'est compliqué. Je sais pas, toi, on va dire, tu te fixes des horaires un petit peu. Je pense que tu dois te fixer des horaires vu que voilà, tu nous avais dit que tu travaillais de chez toi, du coup. Ouais, moi, je travaille de chez moi, donc déjà, je gagne le temps de trajet ou de déplacement. Même si là, j'essaye un peu de sortir, d'aller, même si travailler au café de la ville, au moins, je bouge un peu. Bien, tu fais autre chose. Parce que sinon, c'est ça, t'es toujours dans ta chambre, la etc. Tête, Et moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, j'ai ma séance de sport d'1h30, soit dès que je me réveille, donc à 7h, soit juste avant de manger. Comme ça me coupe la matinée à la fin de la matinée. Et après, je bosse. Pendant plusieurs mois, là, j'ai été c'était trop. Genre, c'était 10-12 heures par jour, ou le samedi aussi. Ouais. Et c'est là où après, j'ai fait la phase, j'en pouvais plus en fait de bosser. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est pas possible en fait sur le long terme de bosser autant. Après, faut relativiser, tu vois. Quand on parlait de lecture, j'ai lu le livre de David Goggins. Ouais, bah, tu vois, lui, c'était beaucoup plus galère. Hein. Quand le mec, il doit faire une semaine de l'enfer, etc., bah ouais, c'est plus dur. Mais en fait, moi, de base, j'étais en mode, ouais, tu peux enchaîner. De toute façon, c'est dans la tête. Mais en fait, à un moment, tu satures. Pourtant, je pensais jamais dire ça de ma vie. Hein. Même tu me demandes il y a 3-4 mois, je disais, ouais, non, c'est impossible de saturer, c'est que dans la tête. Et en fait, là, j'ai saturé, j'ai trop bossé. Donc maintenant, je bosse plus le week-end. Je me suis vraiment impossible. Genre, j'essaye de pas bosser. Parfois, le samedi après, juste. Je fais 2-3 trucs parce qu'il faut les faire, mais j'essaie de pas bosser, ou en tout cas je me force pas à le faire. Le samedi, si allez, je suis un peu motivé, voilà, il est 11h, le samedi j'ai un petit truc à faire avant de manger, bah voilà, je le fais. Mais sinon j'essaie de plus bosser. Et le vendredi, j'essaie de finir tôt. Le plus tôt possible, j'essaie de défoncer ma to-do list pour finir tôt, parce que moi le vendredi ça me tient à cœur, c'est le meilleur soir de la semaine, t'as 2 jours de week-end, vu que maintenant je travaille plus. Et sinon, la semaine, je travaille. Après, quand je dis finir tôt, c'est 17-18 heures. Hein. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Et en semaine, je travaille jusqu'à 18 heures, je dirais. Mais je commence, du coup, si on enlève mes 1h30 de sport, je commence à 8h30 et je fais pas de pause. En fait, le midi, je mange en 15 minutes. Donc, en fait, je bosse toute la journée. Mais je finis plus tôt aussi. Genre vers 18h, je vais avoir fermé l'ordi, quoi. Vous, c'est quoi vos routines ? Nous, c'est, on va dire... Là, en ce moment, on t'explique le du temps. Ça dépend aussi, ça dépend. Moi, là, par exemple, cette semaine, je vais énormément bosser, mais c'est exceptionnel. Sinon, j'essaie de suivre mon truc. Ouais, mais en vrai, classique. Ouais, classique, de base, c'est lundi, 8h, 19h30. Après, pareil, moi, souvent, on est tout le temps en retard, donc à 20h, je fais le montage parce qu'il y a la vidéo du jour. Ouais, et après, je vais à la salle, 21h, bref. Mais avant, on avait une autre routine quand même. Parce qu'en fait, à la base, quand on faisait nos vidéos du coup chaque jour, on s'est dit, on les fait dès le matin. On l'a fait dès le matin et tout. Parce que du coup, on se répartit les tâches. Moi, je me mets sur le script, je fais tout le script, on tourne la voix off et lui se met sur le montage. Moi, en attendant qu'il fasse le montage, je fais les plans, je tourne des plans, etc. Et le truc, c'est qu'on s'est dit, vas-y, on se débarrasse le plus vite possible. Comme ça, peut-être à 10h max, on attaque full journée de taf et tout. Le truc, c'est que les vidéos, ça prend un peu de temps si tu veux, on va dire, les faire de manière un moment, on minimum voulait qualitative. Pousser le truc et vraiment, on avait mis toute la journée à la faire, la vidéo. Une journée, ouais. Et pendant une semaine, on avait toute la journée à la faire. J'ai cru que j'avais pété un câble. Genre, on était zéro productivité. Limite, on attendait le projet en même temps que les gens parce qu'on n'avançait pas. Et au final, du coup, c'est quand le projet. C'est pour ça qu'on a parce qu'on avait un autre challenge. Du coup, on a switché. On s'est dit, bon, vas-y, on va faire des trucs plus classiques où vraiment on raconte déjà vos vraiment vidéos. le truc. Ouais, après, je vous jure. Mais quoi, on met 2 heures. En vrai, on met 2 heures. Ouais, maintenant, parce que les gens, ils se rendent pas compte. Hein. Ils se rendent pas compte d'une vidéo, c'est long à faire, les montages. En fait, c'est débile, mais tu vois, quand par exemple, t'as le texte qui s'affiche par exemple petit à petit en diagonale, c'est le genre de truc, c'est trop chiant. Après, lui, maintenant, ça fait longtemps qu'il est sur CapCut, donc il est chaud. Avant, on mettait 4 heures, même à scripter, à trouver une idée, même moi à faire le montage, je mettais 4 heures toute la matinée. Maintenant, on est là 2 heures, le fin de journée, du coup. Mais ouais, mardi, c'est pareil, on fait la même chose. En fait, on s'adapte aussi aux horaires, parce que moi, je fais du handball. Du coup, j'ai mes entraînements. En fait, j'ai 4 entraînements dans la semaine. Et lui, du coup, il va à la salle de sport, du coup, en parallèle. Du coup, on essaye de faire notre sport en même temps. J'ai pas envie d'y aller, à 21h, t'as plus d'énergie. C'est en vrai, t'as plus trop d'énergie. Donc, mais même moi, pour le hand, c'est compliqué. T'arrives 20h, 22h le lundi, tu vois, t'es crevé. Bon, ça te sort. En fait, ce qui est bien, c'est que ça te sort un peu du projet. Au moins, t'as une activité et tout, tu te dépenses et tout. Mais du coup, notre journée, en gros, c'est... En général, on arrive entre 7h30 et 8h, ça dépend du coup au bureau. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a un peu des bureaux pour travailler. Ça fait comme si on allait au taf, entre guillemets. Donc pour ça, c'est bien. Après, des fois aussi, pareil, on essaie d'aller au bar pour sortir la tête un petit peu.
Même là, juste de faire des podcasts. Ouais, déjà juste de faire des podcasts aussi, d'aller à des événements, tu vois. Genre, ça fait du bien aussi parce que ça nous sort un petit peu du projet. Mais vu que en ce moment là c'est compliqué, on travaille pas mal. Et du coup, de base, vu qu'on essaye de faire la vidéo vers allez, 16 heures, entre 16h et 17h, je commence à scripter. Ouais, peut-être un peu plus tard des fois, mais en ce moment un peu plus tard. Il mais pense pas à moi parce que moi je fais le montage après. C'est Ouais, c'est ça qui est long. Mais il finit le montage à la maison. Parce que moi je pars au hand et lui il finit le montage à la maison. Moi je suis pas bien. Et on rentre manger tous les deux, tu vois. Et à 23h en poste, tu vois. Ouais, des fois je vais à la salle. On n'est pas très très encore. À 22h, je dois retourner au montage. On n'est pas très bien organisé là-dessus, mais c'est surtout parce qu'on a tellement de tâches que la vidéo, tu sais, elle nous sort de la tête. On se dit, bah c'est pas grave, on la fera au dernier moment. Et du coup, bah, moi, des fois, je prends plus de temps à scripter parce que bah, des fois, j'ai rien à dire, il n'y a rien qui sort. Franchement, poster non-stop chaque jour, tu vois, des fois, t'as beau dire, ouais, ta vie, genre en mode, elle est pas ennuyante, etc., t'as toujours des trucs à dire, mais si à un moment, tous les jours. pendant 2 semaines, on est sur la maquette Figma. Et ouais, t'as rien à dire parce que tu fais toujours la même chose. Et genre, on fait toujours la même chose. Et à chaque fois, genre, je me mettais devant mon PC, genre vraiment devant mon Mac. Devant l'écran noir, genre j'étais sur Notion noir comme ça et genre j'attendais. J'étais en mode ok. Greg, on parle de quoi? Ouais, des fois je fais ça, hein. Des fois je dis bah ok, on parle de quoi aujourd'hui? Du coup on s'est dit vas-y, on va lancer un challenge 24 heures et maintenant lui il est dans le mal. Ouais, c'est ça. Ouais, après on avait fait un challenge 24 heures, sauf qu'on a consommé Red Bull à fond et tout. Et il est toujours dans le mal. Hein. Ouais. Ah ouais. Et du coup après j'ai eu un peu des problèmes de cœur, bref. Assez compliqué. La galère. Ouais, galère de fou. Mais ça a fait 1 million de vues. Ouais, sur TikTok. non, ça vaut pas la santé quand même. Faut finir à 2 quand même. Mais il va finir tout seul. Mais du coup, pour changer un peu de sujet, on voulait savoir avec mon frère, du coup, c'était quoi un petit peu toi ta vision du succès? Donc pour toi, pardon, à quel moment toi tu vas te dire bah ouais ok là j'ai réussi, là que ce soit dans ton business, que ce soit dans la vie en général, dans plein de choses, parce qu'on sait que chaque personne est différente sur ce point de vue-là. Il peut y avoir des similitudes, mais on sait que chaque vision est différente. Ouais, il y en a, ils ont un CDI, ils ont réussi leur vie, et il y en a, voilà, c'est propre à chacun. Ouais, bah moi, ma vision du succès, c'est juste être heureux, hein. C'est pas compliqué. Bah en vrai, faire ce que j'aime, ou en tout cas, enfin, en fait, pour moi, métier passion, tu vois, par exemple, toi, je prends ton exemple, je pense que ça aurait été d'être handballeur pro, peut-être. Ouais, à la base, c'était ça. Moi, par exemple, j'aurais été sportif pro, bah, ça aurait été un métier passion. Donc je considère que mon métier ne sera pas une passion, mais que je peux aimer le faire. Donc pour moi, en fait, c'est d'avoir un métier passion, enfin, ou métier que tu aimes faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas. Moi, je ne suis pas non plus fermé à un jour me mettre en CDI, tu vois, ça me dérangerait pas, tu vois, si j'aime ce que je fais. Et franchement, moi, tant que je suis avec mes potes, ma famille, je peux faire du sport et que je peux travailler, en vrai, c'est ça. Le succès, pour moi, c'est le bonheur, en fait. Avant, j'étais vraiment, ouais, faut être riche, nanana. Mais oui, l'argent, c'est cool, tu peux faire plein de choses, etc. Mais là, avec le truc, quand j'ai bossé énormément, je me suis dit, ok, est-ce que vraiment j'ai envie de bosser 12 heures par jour pendant je sais pas combien d'années et peut-être à la fin avoir plus d'argent que si je bosse tranquille, ou est-ce que je préfère bosser un peu plus tranquille? On est quand même jeunes, encore une fois, tu vois, faut profiter, être avec ses potes, tes potes sont en école de commerce, ils vont en soirée, etc. Bon, je vais pas en soirée la semaine parce qu'il faut travailler quand même. Ouais. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, je me suis rendu compte ouais, j'ai pas forcément envie de bosser 12 heures par jour. Quand il faut le faire, là, cette semaine, je vais être à 12 heures par jour. Je suis content, le podcast, ça me sort un peu parce qu'il faut le faire. Ouais. Mais pour moi, ouais, succès, c'est... Si je pouvais être entrepreneur, ça serait mieux. Enfin, je préférais que être en CDI. Mais après, tu as ton lot aussi de plus de pression, plus de stress. Ouais, après, tu vois, tu as tes opportunités aussi. Si tu vois, qu'il y a une opportunité de CDI, un truc que tu kiffes faire, tu vois. Nous, on a un grand frère, tu vois, qui est en CDI, ça se passe super bien. Même la plupart de nos potes, tu vois, et je pense que la plupart de tes potes, bah, ils vont suivre le chemin classique et genre, il faut rien leur enlever, tu vois. Genre, bien sûr. C'est tout à leur honneur de faire ça. Après, c'est sûr que, bah, il y en a, on va dire, qui préfèrent créer leur projet. Tu vois, nous, le truc, c'est que, en soi, les études, c'était pas le truc de ouais, les études, ah bah les études, etc. Nous, c'est de la merde, les études, etc. C'était juste que on s'est dit, bah vas-y, on avait une opportunité de projet. On kiffait déjà ce qu'on faisait avec ce projet. Du coup, on s'est dit, on est jeune et vas-y, on se lance. Mais c'est vrai que. Et même si tu vois, il y a ce truc où tu peux saturer et peut-être que nous, tu vois, il y a des moments où on a saturé aussi dans ce qu'on faisait, etc. Que ce soit les vidéos, que ce soit même notre projet en lui-même. Quand on était sur notre maquette, ça nous saoulait, on voyait pas le bout du tunnel, tu vois. Le truc, c'est que tu satures un peu, mais vu qu'à chaque fois, en fait, tu te rappelles pourquoi tu le fais et que, en fait, ça nous rend heureux, tu vois, d'aller au taf, bah, en fait, j'ai envie de dire, chacun sa vision du bonheur, tu vois. Genre, si le bonheur de quelqu'un, c'est
bah voilà, être riche, etc. Nous, je pense que bah, c'est un... En fait, je sais pas toi, Grégoire, ce que t'en penses, mais moi, ma vision, tu vois, du succès à moi, c'est en fait être heureux déjà, vraiment dans la vie, être bien entouré, important, parce que bah voilà, tu peux pas t'enfermer à travailler et voir personne, tu vois. Pour moi, c'est pas ça le truc de entrepreneur à succès, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout ça. Même si en ce moment, il y a forcément des phases. Ouais, voilà. Même en CDI, il y a des phases. Oui, voilà. Il y a des phases même en CDI où tu vas faire des heures sup, tu vois. Ouais. Bah, surtout à notre âge, c'est ça qui est compliqué. Mais du coup, ouais, moi, c'est vraiment être heureux. En fait, c'est aussi. être heureux dans ton travail. Donc, tant que tu es heureux dans ce que tu fais, dans ton taf, etc., c'est OK. Et bah, en fait, tu es aligné avec tes valeurs. Donc, c'est top, tu vois. Et si en plus, tu peux vivre convenablement et que tu peux vivre à la hauteur que tu as envie, en fait, bah, c'est super, tu vois. Genre, moi, j'ai envie de vivre bah, comme j'ai envie de vivre, tu vois. Genre, moi, perso, je kiffe voyager. Je sais que voilà, je suis jeune encore, que moi, perso, voilà, je sais que je vais voyager, tu vois. J'aimerais voyager, qu'avec mon business, ça puisse me permettre de peut-être voyager pour le business ou parce que peut-être que j'aurais, on va dire, délégué peut-être une partie de mon business. Et du coup, bah, ça me permettra de souffler un petit peu aussi. Parce que bah, voilà, il y a ce truc de bah, t'es enfermé, tu peux saturer si tu travailles 12 heures par jour, etc. Mais après, si ça se passe bien, tu vois, tu peux très bien déléguer. Et dans tous les cas, après, ça t'empêche pas. En full automatique, c'est ta boîte. Moi, nous, c'est vraiment ça la vision du succès un peu. Enfin, je pense pour moi aussi, c'est vraiment déléguer ta boîte et après faire des rencontres, que ce soit à l'étranger ou autre, et se développer. C'est trop important. Se développer parce que vraiment, personnellement, je kiffe tout ce qui est entrepreneuriat, même découvrir plein de notions. T'apprends énormément de choses très vite. Même les cultures des pays et tout. C'est super enrichissant. Et après, voilà, c'est un peu ça la liberté. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et après, parfois, faut savoir aussi sacrifier. Tu vois, tu as des moments où pendant 3 mois, tu vas faire que bosser. Mais après, derrière, il va y avoir la récompense. Donc, la liberté, ça se gagne aussi forcément. Quoi. C'est ça. Puis même tes potes et tout, des fois, tu vas pas les voir pendant un moment où ils vont te proposer des soirées. Ils vont dire, bah, viens et tout, et toi, tu es là, bah, non, jeudi soir, frérot, je bosse le lendemain. Et le truc, c'est que je vais être complètement déréglé parce que, le lendemain matin, tu te réveilles à 8h, tu es là, bah, tu vas pas être productif. Et ça peut te niquer une journée, entre guillemets. Et le truc, c'est que bah, après, il faut pas non plus. Tu peux faire 3 mois. Faut pas non plus se déconnecter de la vie en général. Parce que moi, je trouve ça trop important de continuer à voir sa famille, continuer à voir ses amis, que ce soit le week-end. Comme tu as dit, au week-end, tu es tranquille pour voir tes amis ou autre. Tu vois. Pour moi, c'est important le niveau. On va dire, le niveau en fait, socialement parlant, c'est trop important. Genre d'avoir des interactions avec des gens, ça te sort là, déjà le business de la tête. Parce que bah, tu peux avoir des interactions sociales, mais si c'est des personnes qui parlent que business ou etc., et ben, le truc, c'est que ça va pas te sortir vraiment ce truc de travail. Alors que si c'est tes potes et que c'est plus... tu as des sujets de discussion qui sont complètement différents. Ouais, de notre âge, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, tu vas pas parler de ça. Genre, on parlera de tout, enfin, limite de tout, sauf de business, d'entrepreneuriat, tu vois. Ça viendra plus tard sûrement, tu vois. Mais là, tu vois, dès que t'es avec tes potes, tu vois. Dès que t'es avec ta famille, il faut vraiment faire la distinction aussi entre vie pro, vie perso. Et ça, il y en a qui n'arrivent pas trop à le faire. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai eu mon down, en fait. C'est que je faisais que bosser. Je m'interdisais de sortir avec mes potes. Non, faut bosser. Et bah, forcément, c'est compliqué, quoi. Et par contre, après, quand tu sors avec tes potes et tu parles de trucs normaux de ton âge, ça fait du bien. Ouais, de fou. En plus, t'es vraiment matrixé, tu vois les trucs Insta et tout. Mais c'est ça en plus. Parce que, en fait, tu vois des mecs, ils sont en podcast. Ouais, si t'as 18 ans, que t'as pas encore, je sais pas combien, que tu bosses pas 14 heures par jour, c'est pas bien. Malade. Et après, t'es un peu Matrix. Et forcément, et ça te sort un peu du monde réel. Parce que c'est vrai, le monde classique, quand même, la plupart des gens, ils font des études, etc. Moi, le seul truc qui est bien, c'est que j'ai pas mal de potes en prépa. Ma copine, elle est en prépa. Donc, vu qu'ils font que bosser aussi, ça m'arrange comme ça, je bosse aussi. C'est facile la prépa en plus. En plus, c'est fou. Dans tous les cas, même les études en général, c'est pas facile. Puis après, tu vois, tant qu'ils aiment ce qu'ils font, tu vois, au niveau des études et tout, c'est super cool. Mais ouais, avoir des sujets de discussion complètement différents, tu vois, et avoir ça vraiment distinction entre vie pro, vie perso, où tu te dis, bah vas-y, je vais vraiment sortir de la tête mon taf, etc. Parce que tous les mecs qui travaillent entre 10 et 12 heures, ils sont limite du burn-out à chaque fois. C'est ça, moi c'est pour ça que j'ai fait mon down. Et justement, j'ai une question pour vous. Vous faites comment pour gérer votre relation? Parce que vous êtes frères, mais vous êtes associés. Ça doit être spécial quand même. Pas compliqué. Vous vous embrouillez. Est-ce que genre aussi, par exemple, quand vous êtes chez vous, est-ce que vous avez à parler d'autre chose que de ça?
Comment ça se passe? On va s'embrouiller sur le podcast là. Alors, en vrai, on s'embrouille. Bah, en fait, vu qu'on a une très 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 bonne relation, c'est pour ça qu'aussi on a lancé le projet à deux, etc. Qu'à la base, on s'intéressait au business en général à deux. On a une très très bonne relation, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Après, le truc, c'est que des fois, quand tu as une trop bonne relation, c'est bien d'un côté, mais c'est pas bien de l'autre parce que voilà, on va se dire les choses telles qu'on pense. Bah, si moi je dis qu'il va faire une tâche et c'est de la merde, je vais lui dire c'est de la merde. Je vais lui dire c'est de la merde. Bon, des fois, je vais le dire un peu trop brusquement, entre guillemets, tu vois. En plus, il est perfectionniste, du coup, bah, c'est tout le temps. Toi, tu l'es pas du tout? Moi, je suis plus dans le truc où vas-y, on essaye, on faut avancer, quoi. on essaye, il faut avancer. Mais du coup, c'est bien, ça fait la balance. Ouais, ça fait. Ouais, c'est parce ça. que pour de la création, des fois, il y a des trucs comme où il va se laisser aller, tu vois. Et moi, je vais dire, mais là, attends, qu'est-ce que tu fais? Ou des fois, il va me dire, mais là, tu veux trop faire parfait. Et il y a plein de fois où on s'est embrouillé. On n'a pas eu, tu vois, de grosses embrouilles au point de se dire, bah, est-ce qu'on remet en question? Pas du tout. Ça, on n'a jamais eu. Vraiment, c'est hyper solide. Mature, en plus, voilà, c'est ça. On a assez de recul là-dessus. On a une base hyper solide. Que même si on va s'embrouiller, bah, 5 minutes après, on va se reparler normal parce que bah, on travaille ensemble. Des fois, on doit faire des tâches ensemble, même si on se répartit bien les tâches et tout. Mais en soi, notre relation, sinon, en dehors, on parle beaucoup business quand même. Enfin, c'est compliqué. Ouais, on parle presque tout le temps de ça en fait, parce que le truc c'est que vraiment quand t'es vraiment H24 au bureau, bah, tout le temps avec la même personne, bah, forcément tu rentres du taf. Des fois, on va parler de ce qu'on a fait à notre père et tout. Ouais, du coup, forcément. C'est ça. Tu retombes dans le truc. Peut-être des appels qu'on a eu, des opportunités. Parce opportunités. qu'on travaille avec notre père, du coup, bah, ça parle de si on avance, si on n'avance pas. Et c'est sûr que même on est tout le temps, vraiment de 8h, limite vers 22h. Du coup, il va poster la vidéo. Du coup, bah, après, à 22h, bah, on va dans nos chambres, on va dormir. Et le lendemain, ça se répète. Du coup, oui, c'est une relation assez particulière. Après, ça a quand même évolué parce que avant, vu qu'il était, il était pas chez moi, du coup, j'étais à Pau avant. notre relation a été un peu éloignée. Du coup, ça nous a énormément rapprochés aussi là-dessus, et c'est quand même. Et vous avez des potes en commun ou quand vous sortez, c'est de votre côté? En vrai, on n'a pas trop. On a un petit peu des potes en commun, mais on va dire qu'on les voit un peu moins. Et sinon, on a des potes séparés. Mais c'est bien, ça, au moins, ça vous sort un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on est un peu séparés au niveau des potes. Moi, j'ai mes potes. Après, mes potes, ils sont pas trop sur Valence. Il y en a beaucoup sur Valence, mais il y en a plus à Pau, il y en a à Paris, etc. Bon, je parle de, on va dire, les meilleures relations que j'ai avec mes potes, c'est plus sur Pau quand j'y suis allé pour le hand, à Paris aussi, où j'ai mes meilleurs potes et tout. Et le truc, c'est que moi, c'est compliqué du coup pour les voir. Donc, parce que lui, il a une copine aussi, quand lui va voir sa copine ou ses potes le week-end, bah, moi, je vais tendance à taffer encore parce que bah, du coup je me dis vas-y bon plan. du coup vas-y je vais me reposer et tout, et au final non vas-y je continue à taffer, mais en vrai on arrive à aussi. On taffe le dimanche aussi quand même. En fait pour les vidéos on est obligé de taffer. En fait le samedi et le dimanche on se dit vous la faites en avance non. Ouais, mais le truc c'est que le truc c'est que deux vidéos à faire c'est genre 4 heures peut-être 4 du coup ça 4 heures, et du coup ça peut te niquer une après-midi si t'as des rendez-vous, si t'as tu vois, des calls avec des gens, que ce soit pour... On s'avance juste sur une vidéo le samedi, et le dimanche, je rentre à 18h, jusqu'à 22h, on est là, et après on rentre manger, on dort. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, là, en ce moment, c'était plus ça, mais le dimanche, du coup, en général, on essaye de faire la vidéo. Bon, on n'a pas envie le dimanche, surtout dimanche soir, parce que du coup, nous, on se cale le dimanche vers 17h30, 18h, quand lui, il rentre de chez sa copine, ou moi, peut-être, j'ai vu mes potes, etc., donc du coup le dimanche t'as pas envie, mais t'es obligé parce que la vidéo sinon elle sort pas, et ça en fait le truc c'est que la vidéo, vu que nous on a envie de faire des vidéos tous les jours, bah t'es obligé de travailler. Y a pas des trucs où tu te dis vas-y ce week-end je vais rien faire, ou alors on s'avance de fou et on prend un week-end, ce qu'on a fait peut-être 3 fois max. Depuis aller décembre, on a fait ça 3 fois maximum. Et sinon, après, on est tout le temps ensemble. C'est vrai que les posts, c'est indispensable. C'est vrai que si on poste pas, on se sent trop mal. En plus, vu qu'il y a une série de jours, t'es obligé de la suivre, en fait. Puis en vrai, tu vois, ça se passe plutôt bien, on va dire. Avant, ça marchait pas trop, donc on était un peu en mode remise en question. Pourquoi ça marche pas, on était dans le désert, un peu, comme tu dis. Le fameux désert où tu postes pour rien, mais parfois, t'es obligé de passer par là. À un moment, on faisait du 100 likes, et d'un coup, du jour au lendemain, pendant un mois presque, on a fait 20 likes. 20 likes sur tous nos posts. On stagnait, on s'est dit putain, on est shadowban et tout. Et là, quand on a relancé le challenge, avec un peu le côté marketing un peu impactant, en mode 90 jours pour détruire Fiverr, Upwork et tout. On a pris 1000 abonnés en une semaine. Là, tu vois, tu prends on a pris 1000 abonnés, et là, ça nous a tout relancé. Après, on a essayé de
on va dire, en fait, nous, pour les vidéos, même si on n'a pas envie de poster et que des fois on dit, bah vas-y, à 18h, tu vois, tu vas, genre en mode, tu vas faire ton script, etc. Et ben, le truc, c'est que tu es obligé de faire un truc hyper quali parce que derrière, c'est ça qui va te faire prendre des abonnés. Ouais, Et même si derrière. Aussi sérieux, même si t'es fatigué. Ouais, c'est ça. Parce que même si derrière, tu te dis, ouais, flemme et tout, vidéo, je fais une vidéo pour poster parce que là, j'ai rien d'autre à dire, etc. Bah, en fait, au final, ça va te niquer une vidéo parce que tu vas pas prendre d'abonnés dessus. La vidéo, bah, elle va faire 0 engagement. Ça va être une vidéo, en fait, un peu morte, entre guillemets. Et du coup, nous, on essaye vraiment de taffer sur ce côté. C'est pour ça qu'on finit tard aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment de taffer sur ce côté vidéo qualitative à fond. Et vu qu'on a beaucoup de b-roll maintenant, Ouais, on a beaucoup de plans, mais genre. c'est de plans en avance. Et Ouais, du coup, bah, c'est maintenant, on bien n'a ça. pas besoin de faire beaucoup de plans. Des fois, Et on du n'en fait coup, pas, du coup, peut-être. Ça fait 3 jours, on n'en a pas fait là. Et pourtant, on poste toujours. Ouais, bah ouais. Mais Ouais, du tu coup, vois, vu qu'il y a des plans récents, anciens, en fait, c'est des plans hyper trop. cohérents parce que tu as des plans, on est dégoûté, tu as des plans. En fait, on a fait toutes sortes de plans, on a tout exploité vraiment en termes de b-roll. Et du coup, pour ça, c'est cool. Du coup, là. Mais c'était intéressant ce que tu disais sur faut toujours garder en fait ton cap de qualité entre guillemets parce que le problème en plus c'est que quand tu commences à faire une mauvaise vidéo le lendemain tu te dis bon c'est pas grave j'en fais encore une mauvaise et moi ça m'est déjà arrivé bon ça m'arrive plus mais il y a plusieurs mois même peut-être un an et demi parfois j'ai la flemme de poster sur LinkedIn vu que je postais tous les jours et donc parfois en fait t'écris 5 posts mauvais parce que tu dis bon c'est bon j'ai la flemme et après la semaine d'après tu dis bon allez, ça me prend 30 minutes, genre réécrit 5 mauvais, et après tu retombes dans une spirale, et après tu te retrouves encore dans le désert. Ouais, tu postes pour poster, tu te retrouves dans le désert et tu te dis, ah bah voilà, ça fonctionne pas, etc. Donc il faut juste être à fond en fait sur tout ce que tu fais. Ah, mais oui, surtout que la création de contenu, même quand t'as la flemme et tout, tous les jours, c'est trop important. Surtout, bah, tu sais, genre pour ton image de marque, déjà, pour vraiment tout ce que tu vas transmettre. Les gens, déjà, rien qu'ils te voient tous les jours, tu vois. Et ben après ils vont s'abonner petit à petit, surtout sur LinkedIn où tu vois souvent les mêmes personnes dans ton feed. Tu as toujours la même tête. Ouais, c'est ça. Nous on te voit souvent d'ailleurs hein, sur LinkedIn. À chaque fois à 8h là quand on poste, à chaque fois ta tête. Mais ouais, non franchement c'est super important pardon, il faut pas négliger. Mais du coup là attends, il va être 18h. Donc on va dépasser le temps. Donc on voulait juste te poser une dernière question. Dis-moi. Si tu avais du coup un conseil à donner voilà, pour des freelances ou pour des personnes qui veulent se lancer du coup sur les réseaux sociaux ou des freelances voilà, qui veulent se lancer aussi, si tu avais un conseil à leur donner, et après on finira là-dessus. Alors, le conseil que j'aurais à donner, c'est de faire, d'analyser, comme tu disais tout à l'heure, vraiment d'essayer de traquer. Je dis pas d'avoir 26 000 tableurs, mais juste histoire de traquer un peu les impressions, les taux de réponse, etc. Et ça serait d'être présent le plus possible, que ça soit en prospection, que ça soit en contenu, que ça soit sur aussi du contenu long, etc. Et ça serait vraiment mon conseil. Et de continuer, comme tu dis, il y en a en 6 mois, ils vont prendre 70 000 abonnés. Il y en a pendant 6 mois, ils vont prendre 12 abonnés. On ne peut pas savoir. Sauf que si tu es présent partout, tu multiplies quand même tes chances. Il faut se dire que vous êtes une entreprise. En fait, vous êtes une entreprise, vous êtes freelance, mais vous êtes quand même une entreprise. Donc, il faut être présent sur tous les fronts. Il ne faut pas se décourager. Au début, c'est dur. Demandez des feedbacks, comme je disais. Les gens sont gentils souvent en message pour demander des feedbacks. Et ce serait vraiment ça. Ce serait faites de la prospection, de la création de contenu, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Moi, je préfère LinkedIn, mais ça fonctionne aussi sur Instagram en fonction de la niche. Et ça serait de les suivre et de se mettre sur leur appli pour trouver plein d'entreprises. Prendre son offre aussi, important, très fort. Non, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce podcast du coup jusqu'à la fin, si vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci à Raphaël du coup Avec plaisir, venu. Merci à vous. Échange super authentique, super sympa. Donc on se retrouve pour un prochain podcast et je vous dis à plus les gars. Abonnez-vous. Important.